on va parler maintenant de l'argument manquant. Donc l'argument manquant, c'est un type d'exercice qui contient en fait la conclusion d'un syllogisme ou d'un autre système logique, ainsi que la première prémisse ou le premier argument de celui-ci. Et en fait, le but de l'exercice est de trouver la deuxième prémisse menant à la conclusion proposée. Donc ici, un exemple, tous les chiens ont quatre pattes, quelle information supplémentaire suffirait pour conclure que tous les chiens savent voler? Ça peut être une question d'examen. Donc ici, on va dessiner notre diagramme de Venn, chien et ont quatre pattes, d'accord? Alors, on veut s'assurer que tous les chiens savent voler, et donc soit on met l'événement voler ici, ou bien on met l'événement voler à l'intérieur ici. Alors ce qu'on va comprendre, c'est, on sait que tout ce qui est chien est inclus dans quatre pattes. Ok. Nous, on veut que tous les chiens soient inclus à voler. En analysant le diagramme de Venn, on sait bien que l'événement voler, enfin, je vais faire ça autrement. Donc, on sait que dans la première situation, si le diagramme de Venn de l'événement voler est quelque chose de plus large, eh bien, on sait que chien est inclus dans quatre pattes, qui est inclus dans voler. Autrement dit, on comprend indirectement que chien est inclus dans voler. Dans l'autre situation, on sait que, on sait que chien est inclus dans voler directement. Donc il y a deux situations qui permettent d'arriver à la même conclusion à la même conclusion pour conclure que tous les chiens savent voler. Alors, comment choisir? Eh bien, c'est le fait que on vous donne une information, en vous donnant ce mot-clé, suffirait. Suffirait, ça veut dire que c'est une condition suffisante. Il suffit que ce phénomène, enfin, cette information supplémentaire existe pour conclure que tous les chiens savent voler. La condition suffisante est quelque chose qui est plutôt large, quelque chose qui fait que dès qu'on a cette information-là, directement, on peut trouver la conclusion. Alors, c'est quelque chose de plus large, quelque chose qui est moins restrictif, donc c'est-à-dire qu'on veut une information, un argument qui va prendre de l'ampleur, alors que contrairement, dans le cadre d'une condition nécessaire, donc c'est-à-dire que si on avait changé le mot suffirait par quelle information supplémentaire nécessite pour conclure que tous les chiens savent voler, ben c'est quelque chose de plus restrictif, quelque chose de plus concentré, quelque chose qui est une obligation stricte pour que la conclusion soit vraie. Donc retenez que donc une condition suffisante, c'est quelque chose de plus large, et quelque chose de plus large euh, qui fait que dès que cet événement, enfin cet argument soit réalisé, ben on peut facilement en déduire la conclusion. Et donc qu'est-ce qu'est l'événement le plus large? Ben c'est le fait que on dit que l'événement volé est en fait tout ce qu'on a dessiné en orange. Et donc la bonne réponse est la B. Ok, donc faites attention à ce mot-clé. On parle de conditions suffisantes. Si on parle de conditions suffisantes, alors c'est la B qui est la bonne réponse. Par contre, si on parlait de euh, quelle information supplémentaire nécessite pour conclure que tous les chiens savent voler, alors ce serait le diagramme de Venn en vert, c'est-à-dire que tout ce qui savent voler ont quatre pattes. Ok, vous voyez, donc faites attention à ce qu'on demande dans l'exercice. Ici, on vous demande une condition suffisante, donc tout ce qui a quatre pattes savent voler, donc c'est le diagramme de Venn en orange qui est la bonne réponse. Ok. Alors le raisonnement abductif et les arrangements. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce genre de raisonnement que vous aurez en tant que médecin. En principe, c'est on vous donne une maladie, enfin vous connaissez qu'une maladie provoque plusieurs symptômes, et quand vous aurez donc ce que vous avez appris en cours durant vos cours de médecine, et alors quand un jour, je ne sais pas, vous êtes en cabinet de consultation, un patient vient vers vous et vous dit voilà j'ai tel symptôme, j'ai ça, 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 et à l'anamnèse vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que, ouh là là, ces symptômes, j'ai vu ça en cours que c'était dû à la maladie machin, la maladie Intel, ben, c'est comme ça que vous allez trouver, faire tout un examen clinique, mais en même temps faire tout un examen paraclinique, en faisant des prises de sang, en faisant des tests d'imagerie, faisant un scanner, faisant une radio, en faisant une scintigraphie, en faisant une épreuve respiratoire fonctionnelle, en faisant un électrocardiogramme,
un électroencéphalogramme, une gazométrie, etc., etc. Donc il y a plein d'examens que vous, en tant que médecin, vous devez prescrire dans le but de affirmer et de confirmer, bien sûr, votre hypothèse de votre maladie. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que les maladies peuvent présenter parfois des symptômes qui sont similaires. C'est-à-dire que la maladie M1 va présenter des symptômes S1 et S2, alors que la maladie M2 va présenter les mêmes symptômes S1 et S2. Et donc le problème, c'est que quand vous serez confronté à un patient qui présente des symptômes S1 et S2, vous ne savez pas dire si c'est la maladie M1 ou la maladie M2, vu que ces deux maladies présentent les mêmes symptômes. Et donc c'est à vous, en tant que médecin, quand vous allez prescrire, proposer des imageries ou des mises au point pour essayer de diagnostiquer avec certitude si il s'agit de la maladie M1 ou M2. Parce que le traitement pour la maladie M1 n'est pas la même chose que le traitement pour la maladie euh, M2. Donc M1 n'est pas la même chose que pour la maladie M2. Donc ça, c'est le principe, votre rôle en tant que médecin, en ayant un raisonnement objectif, en même temps, vous allez affiner vos recherches pour confirmer vos informations. Et confirmer, bien sûr, la maladie que vous essayez de trouver. Donc le raisonnement objectif, c'est quoi? C'est débuter par une suite d'observations, donc A1, A2, A3, comme des symptômes, ok? Un symptôme S1, S2, S3, dont est connue une cause possible, vraisemblable, donc B, donc c'est-à-dire la maladie M, pouvant être prise comme hypothèse afin d'affirmer quelle est la cause des symptômes A1, A2, A3 en particulier. Donc le raisonnement par abduction n'apporte pas une conclusion implicitement vraie, mais permet de présenter des hypothèses logiques qu'il est alors possible de vérifier par des recherches approfondies. Et donc ça, c'est le principe que par la suite, vous allez faire des diagnostics différentiels. Donc, vous avez la maladie M1, ça fait un symptôme S1 et S2, ok. Vous avez la maladie M2 qui provoque aussi les mêmes symptômes S1 et S2. Donc vous savez que une des deux maladies provoque les mêmes symptômes. Donc vous savez par hypothèse qu'il y a soit la maladie M1 et M2, mais bon, comme on dit ici, le raisonnement par abduction n'apporte pas une conclusion implicitement vraie. Donc on sait que M1 va provoquer S1 et S2 comme symptômes, mais c'est pas toujours vrai parce que M2 aussi peut provoquer les mêmes symptômes. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose d'univoque, il y a une variation qui fait qu'on peut retrouver les mêmes symptômes pour plusieurs maladies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes logiques? Ça veut dire que si les symptômes A1, A2, A3 sont vrais et que la maladie M est vraie, qui entraîne les symptômes A1, A2, A3 qui est vrai, alors on dit que la maladie M est vraie. Après, ce n'est pas une conclusion implicitement vraie parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent provoquer les mêmes symptômes. Donc ça n'aboutit pas à la vérité, mais ça apporte une hypothèse probable qui a lieu d'explorer et de vérifier. Et donc c'est comme ça qu'on fait des diagnostics différentiels et vous faites des mises au point, vous prescrivez des scanners, des radios, des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, si c'est une maladie neurologique à rechercher, etc., etc. Et donc c'est ce que vous utilisez beaucoup dans la médecine comme type de raisonnement. Une application, dans quel cas peut-on être certain d'avoir affaire à un reflux gastro-œsophagien? Donc le reflux gastro-œsophagien, c'est un peu l'acidité qui monte un peu dans votre gorge, voilà, pour faire simple. Et donc on dit que on a quelque chose qui est à la fois clinique, mais on a quelque chose qui est plutôt objectif par des données paracliniques, par une gastroendoscopie. Et donc, je vais tout de suite expliquer qu'est-ce qu'une gastroendoscopie. C'est un dispositif avec une caméra que vous rentrez un peu par la bouche, vous mettez de la lidocaïne, enfin quelque chose pour anesthésier localement la gorge par un spray. Je pense que c'est une autre molécule qu'on utilise. Donc ça endort la gorge, ok, et vous rentrez le dispositif, vous allez vers l'œsophage, et donc à l'entrée entre la jonction de l'œsophage et de l'estomac, vous allez voir plusieurs caractéristiques de la muqueuse de l'œsophage pour voir de manière indirecte si on a affaire à un reflux gastro-œsophagien. Donc, si le patient présente une inflammation d'œsophage, donc c'est ça, œsophagite, c'est une sorte d'inflammation ou d'une lésion de l'œsophage avec un certain grade de Los Angeles qui est de C ou D. Peu importe, c'est pas important de connaître ces grades. Vous verrez ça en quatrième année de médecine, ce genre de choses. Si la présence d'un œsophage de Barrett sur plus d'un centimètre, c'est une métaplasie, donc une modification de l'épithélium de l'œsophage qui fait que c'est un peu un aspect anormal qui est sur plus d'un centimètre. S'il y a une présence d'une sténose peptique, une sténose c'est un peu c'est un épaississement de la muqueuse qui fait qu'il y a un peu une fermeture de la lumière de l'œsophage.
Si la pH-métrie, donc on met un appareil dans l'œsophage qui permet de mesurer le pH et on voit qu'il y a une exposition d'acide de plus de 6%. Et si le patient, avec un appareil qui permet d'avoir une mesure continue du reflux d'acide sur 24 heures, on voit qu'il y en a plus de 80, ben là, voilà, avec tous ces éléments-là, on a les mêmes A1, A2, A3, A4, A5. Si on a vraiment les 5 ici, on est sûr à 100% qu'on a un reflux gastro-œsophagien. Après, ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas, si on a bien sûr les 5, on est sûr à 100%. Maintenant, si on a que les 4 premiers, on est sûr peut-être à 80%. Si on a que les 3 premiers, on est sûr peut-être à 60, 70%. Vous voyez que au plus on a d'éléments, au plus notre diagnostic va être de plus en plus précis. D'accord? Et tout dépend de la sensibilité, la spécificité du test. Mais bon, c'est du détail. Mais le principe, c'est quoi? C'est, voilà, vous avez plusieurs informations qui vous donnent le diagnostic de la maladie, donc un reflux gastro-œsophagien. Donc l'endoscopie, voilà, c'est le principe. Si vous mettez un dispositif avec une caméra, vous le mettez donc l'endoscope dans l'œsophage, et donc on s'arrête pas du duodénum, on s'arrête plutôt ici pour regarder. Donc on peut aller plus loin, on peut passer jusqu'au duodénum, mais ici pour pour un reflux gastro-œsophagien, on regarde plutôt ici. Et donc là, on a une vidéo, et donc la vidéo, vous voyez un peu les aspects des villosités. Enfin, donc voilà, de l'œsophage, hein, ok, avec un plissement de l'épithélium, de revêtement épidermoïde, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez dans cet appareil ici, dans l'endoscope? Ben, en fait, vous trouvez de la lumière, bien sûr, il n'y a pas de la lumière dans l'œsophage, il faut que vous mettiez de la lumière pour bien voir ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une caméra et un outil qui va permettre pour une biopsie éventuelle. Donc c'est ça, en fait, un endoscope. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu comme critère? On voit qu'il faut avoir une œsophagite, une inflammation œsophage de grade C ou D, classement de Los Angeles. Ensuite, il faut un œsophage de Barrett, puis une sénose peptique, puis une perchmétrie, etc. Donc, c'est ça en fait. Les grades d'une œsophagite, on voit qu'il y a une lésion au niveau de l'œsophage et on classe par certains grades. Et juste par l'aspect, par l'expérience aussi, hein, vous pouvez dire que voilà, si on est dans ces zones-là, on voit qu'il y a un peu ce truc, cet aspect-là de lésion, ben, on est dans du grade C ou D, donc d'œsophagite. Et donc voilà, ça c'est l'angle cardia. Vous avez l'œsophage, vous avez euh, la muqueuse de l'estomac. Ok, ça c'est l'œsophage ici. Et donc voilà, si vous voyez ici, à l'endoscope cet aspect, comme vous voyez, de lésion, bah vous voyez que, enfin vous pouvez confirmer dans votre rapport que voilà, on est dans du grade C ou D. Et l'œsophage de Barrett, bah en fait c'est une métaplasie. Vous voyez que tout n'est pas rose, il y a quelque chose un peu plus rose. Donc ça c'est l'entrée ici, on est ici, ok, vers l'estomac. Et donc on est encore dans la vue de l'œsophage et on voit qu'il y a un petit changement de l'épithélium ici. Vous voyez qu'il n'est pas, la couleur ici en 1 n'est pas la même chose que la couleur de la zone 2. Donc on appelle ça un œsophage de Barrett. Ça ressemble en fait, c'est un grade C, un grade D, pardon, plus qu'un grade D. Et donc là, vous voyez que si ça a une certaine distance à l'entrée de l'estomac de plus d'un centimètre, ben là on commence à dire que voilà, c'est un des critères où on a un reflux gastro-œsophagien. Donc un deuxième critère. Et donc on est dans cette zone-là. Vous voyez que si on veut voir ça dans une autre perspective en coupe sagittale, eh bien vous voyez que vous avez ceci. Et donc l'entrée, il est là. Ben, vous voyez que si ça s'étend de plus de 1 centimètre, la lésion, ben, ça veut dire que vous avez un critère qui définit pour un reflux gastro-œsophagien. Alors, voilà, ça c'est ce que vous voyez à l'endoscope. Donc voilà, vous êtes à l'entrée de l'estomac ici, et vous avez la distance ici qui doit être plus de 1 centimètre. Et donc tout ce qui est, vous voyez cette lésion, vous voyez que c'est pas aussi rose, hein, donc la zone 2 et la zone 1, vous voyez qu'il y a quelque chose qui change. Ben, là, c'est un œsophage de Barrett. Et donc la muqueuse, elle est normale ici, en zone 2, alors qu'ici, la muqueuse est un peu différente. On a une sorte de endobrachiosophage. Et donc ça, c'est la muqueuse de l'œsophage qui est changée, qui est métaplasiée, qu'on appelle ça l'endobrachiosophage, donc la muqueuse de Barrett. Et donc là, vous voyez une lésion un peu plus foncée,
Et donc, c'est là que vous voyez qu'il y a un cancer qui se développe. Donc, les reflux gastro-œsophagiens, vous pouvez voir qu'il y a des lésions, des inflammations continues, des métaplasies, et donc ça peut devenir au fur et à mesure des néoplasies, donc des cancers. Donc, ça, c'est pour votre culture générale. Alors, on a vu plusieurs critères. Une œsophagie de grade C ou D, un œsophage de Barrett, une cénose peptique. Et donc, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a tellement d'inflammation que voilà, vous avez une fermeture plus importante, un épaississement fibreux, voire des muqueuses qui vont faire que la jonction entre l'œsophage euh, et l'estomac va être un peu plus refermée, la lumière va être plus refermée due à l'inflammation. Il y a une sorte d'œdème, d'œdème local et de condensation au niveau de la muqueuse. Voilà. Ensuite, un autre critère, pH-métrie et voilà, un suivi du reflux sur plus de 24 heures. Alors ça, c'est le principe du pH-métrie, c'est que vous avez l'appareil avec une capsule de Bravo et un cathé que vous allez insérer dans l'œsophage et vous allez le mettre pas loin de la jonction euh, gastro-œsophagien et vous allez l'attacher là, ok, contre l'œsophage. Rien de bien compliqué. Et en fait, vous allez donc avoir un tracé du reflux acide. Et bon, c'est de l'ordre de la spécialité. Vous verrez ça quand vous serez en septième, enfin, la gastroentérologie commence en troisième année de médecine interne. Donc, en neuvième année, vous allez maîtriser un peu ces concepts de reflux gastro-œsophagien, avoir ces graphiques-là, et vous allez comprendre que on a ce genre de graphique pour un reflux gastro-œsophagien œsophagique, mais acido-sensible, un autre tracé qui est différent. Et alors un reflux gastro-œsophagien pathologique, comme vous voyez, on a un tracé un peu plus long et un peu plus marqué, avec des plus longues pointes. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre ici, c'est pas qu'est-ce qu'un reflux gastro-œsophagien et comment le lire, mais dans le cadre de ce cours de raisonnement, c'est, voilà, vous voyez comment les médecins raisonnent dans ce genre de choses. On met un appareil, on met de l'acidité, enfin on mesure l'acidité par une pH-métrie et on voit un peu la lecture d'un graphique pour comprendre que voilà, il y a un reflux gastro-œsophagien pathologique par la pH-métrie qui est plus de 6%. Et donc l'exposition à plus de 6% d'acidité. Et pour terminer, on voit un peu le nombre de reflux sur 24 heures. Et donc vous mettez un dispositif qui va détecter le reflux. Et donc sur plus de 24 heures, vous allez mesurer le nombre de reflux. Donc là, on commence à calculer le nombre de reflux. Et donc ça doit faire plus de 80. Bah, là, ça veut dire que vous êtes tendance à faire des reflux gastro-œsophagiens. Donc voilà, on a vu les quatre éléments, les quatre observations qui permettent de déterminer qu'on a un reflux gastro-œsophagien. Il faut pas connaître tout ce que je viens de raconter, c'est de l'ordre de la quatrième année de médecine, voire plus des concepts qui sont de la neuvième année, mais grosso modo, c'est comprendre que voilà, pour une même maladie qui est le reflux gastro-œsophagien, qui est une maladie quand même relativement fréquente, on a plusieurs données, plusieurs informations qui permettent d'affiner notre recherche et de confirmer la présence d'un reflux gastro-œsophagien. En tant que médecin, vous avez plusieurs informations qui viennent donner et ces symptômes vont essayer de confirmer la maladie, la pathologie, donc le reflux gastro-œsophagien, mais c'est à vous, en tant que médecin, de prescrire qu'il faut faire une pH-métrie, qu'il faut faire une endoscopie. Donc vous allez compléter un papier signé avec votre cachet pour dire qu'il faut faire une gastro-endoscopie, qu'il faut regarder à l'endoscope s'il y a un œsophage de Barrett, une œsophagite ou ce genre de choses, s'il faut faire un pH-métrie, etc., etc. Donc c'est à vous, en tant que médecin, d'affiner vos recherches pour confirmer la maladie et donc, au plus il y a d'informations, au plus on confirme avec une plus grande sensibilité la présence de la maladie. Voilà. Ça, c'est pour expliquer à quoi sert le raisonnement abductif. Alors, un exemple qui est maintenant pour le niveau de l'examen, je vous rassure. Quand il pleut, il y a des flaques d'eau dans la rue. Martine voit des flaques dans la rue, elle en déduit qu'elle a plu. Donc, on sait que quand il pleut, il y a toujours des flaques. Et quand on voit des flaques dans la rue, elle déduit qu'il a plu. Alors, est-ce que c'est vrai? Bah, c'est à semi-vrai, donc c'est-à-dire qu'elle a fait un raisonnement abductif,
Mais si vous voulez, la flaque d'eau, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a renversé une bouteille d'eau, ça peut être quelqu'un qui a pris un seau d'eau, qui l'a jeté dehors et donc on voit une flaque d'eau. En fait, le fait qu'on voit cette flaque d'eau, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément la pluie, il y a d'autres choses qui ont provoqué cette flaque d'eau. Mais en tout cas, Martine, quand elle sait que théoriquement, quand il pleut, il y a des flaques d'eau, bah, quand il voit une flaque d'eau, elle, elle, elle met pour hypothèse que éventuellement il a plu. Et donc c'est ça le raisonnement inductif. Et à l'examen, ce qu'on va vous demander, on vous donne ce genre de raisonnement et on vous dit voilà, cette personne, euh, est-ce qu'elle a elle a raisonné par abduction, est-ce qu'elle a raisonné pardon par déduction, etc., etc. En tout cas, c'est pas un raisonnement déductif. Là, on voit que c'est un raisonnement abductif, c'est un raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses pour expliquer un phénomène. Et donc voilà, si on vous donne à l'examen ce genre d'énoncé, vous savez comment prendre la structure, la forme du type de raisonnement. Et alors on vous dit, voilà, maintenant avec cette même analogie, ce même type de raisonnement, quelqu'un qui a vomi 3 fois, c'est qu'il est à risque enfin, qu'est-ce que je peux dire, par exemple, voilà, quelqu'un qui a une perte d'odorat et qui a une toux et qui a de la fièvre, ben, s'il a ces 3 symptômes, ben, éventuellement, il a peut-être le coronavirus. Après, il y a d'autres pathologies qui provoquent une perte d'odorat et de fièvre et de tout. Ok, mais en tout cas, hypothétiquement, on dit qu'il a le coronavirus, par exemple. Donc, vous devez garder cette même analogie en connaissant la structure du type de raisonnement. Alors, ce type de raisonnement est généralisé, utilisé dans tout domaine. Donc, peut-être que cette hypothèse, elle est vraie ou fausse. Peut-être qu'il n'a pas vraiment plu ici. Peut-être qu'il y avait un seau d'eau, une bouteille d'eau qui a été renversée, peu importe. Mais il en est fait très probable que les causes de la flaque d'eau dans la rue soient la pluie. Et alors, il est possible qu'il y ait des flaques d'eau de manière aléatoire, comme un arrosage automatique, par exemple. Donc, bref, ce type de raisonnement est probablement le type de raisonnement logique le plus difficile en raison de sa nature ambiguë de la conclusion de l'énoncé. La meilleure façon de s'y préparer est de se familiariser à ce genre de test que vous aurez à l'examen. Ça peut tomber à l'examen, hein, ça ne n'empêche pas. Et donc, dans ce type d'exercice, vous allez déterminer si la conclusion découle des deux arguments, si la conclusion découle du premier seulement, du deuxième argument, ou ne découle aucun d'un argument. Ok. Par exemple, telle maladie précise cause toujours des douleurs abdominales précises. Donc, ce type de douleur est toujours causé par cette maladie. Un gastro-entérologue qui dirait cela recouvrirait sans rigueur à la logique suffisante à un raisonnement par adduction. Et donc, vous savez que une maladie provoque une douleur abdominale, mais il y en a plusieurs. C'est la plus difficile, je crois, en médecine. La question, un patient vient en consultation, il a une douleur abdominale. Nous devons faire tous les diagnostics différentiels, toutes les pathologies qui provoquent une douleur abdominale. Donc ça, c'est après, quand vous allez voir l'examen clinique, cette douleur abdominale, c'est plutôt une douleur pelvienne. Donc ça aussi, vous devez encore un peu plus faire des exclusions. Et donc, si vous voulez connaître des douleurs de la fosse iliaque droite et de la fosse iliaque gauche, ben voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir un anévrisme de l'artère iliaque. Vous pouvez avoir des douleurs annexielles, par exemple chez la femme, des douleurs au niveau des douleurs de torsion, salpingite de la trompe, enfin de la trompe de Fallope. Vous pouvez avoir chez l'enfant une adénite mésentérique. Vous pouvez avoir une diverticulite. Vous pouvez avoir une maladie de Crohn due à une irritation du côlon. Vous pouvez avoir, enfin, il y a tellement de choses à dire, hein. Donc, vous pouvez avoir une sigmoïdite, voilà, sigmoïdite, adénine mésentérique, une psoïdis, une inflammation au niveau du muscle psoas qui se trouve, voilà, en rétropéritoine. Vous pouvez avoir une douleur de la vésicule biliaire, si vous allez avoir une douleur avec un signe particulier sémiologique que vous allez retrouver, les signes de Murphy, etc. Enfin voilà. Une douleur sous-hypochondriale, voilà, l'abdomen c'est quelque chose d'assez vaste. Vous allez aussi avoir par exemple dans le cadre de cancer de pancréas ou pancréatite aiguë, par exemple une douleur très forte abdominale qui s'étend jusqu'au dos et donc la personne se met en position de fusil de chien et donc se met en avant pour essayer de décoller le plexus solaire pour pas avoir une irritation des nerfs en rétropéritonéal. Enfin, voilà, vous voyez que une douleur abdominale, c'est hyper vaste. Ok, ça va, ça va même parfois même un infarctus cardiaque, même si c'est dans le thorax. Les irradiations de la douleur peuvent aller jusqu'à l'abdomen. Donc ça aussi, vous devez faire un diagnostic différentiel. Il faut aussi exclure et faire un ECG. Euh,
Voilà. Donc, vous voyez que la douleur abdominale, il y a plusieurs causes au niveau organique, physiologique, fonctionnel. Euh, il y en a tellement. C'est ça la difficulté en médecine. C'est trouver tous les diagnostics différentiels en fonction de l'anatomie, de la physiologie, etc., etc. Donc, c'est à vous de faire les examens paracliniques et prescrire les bons examens complémentaires pour permettre de faire une mise au point de l'origine de la douleur. Et donc, un gastroentérologue euh, va, s'il y a quelque chose de gastro dans l'histoire, ben, il va avoir plusieurs pathologies au niveau gastro-entérologique pour trouver la maladie qui provoque cette douleur. Ok. Donc, il y a des douleurs qui peuvent être banales, qui peut être une maladie chronique, comme une maladie de Crohn, comme quelque chose de très grave, comme un cancer du pancréas qui peut être très douloureux avec une douleur abdominale irradiante. Vous voyez que on peut facilement jamais exclure quelque chose de grave parce que il faut faire des tests, il faut faire des anamnèses plus approfondies, il faut poser plus de questions, chercher plus d'informations qui collent plus à la clinique d'une certaine maladie. Face à une série de symptômes, le médecin peut diagnostiquer une maladie dont il est reconnu qu'elle peut provoquer chacun de ces symptômes. Ben, c'est le principe du raisonnement d'abduction. Donc un patient a plusieurs symptômes, le médecin pardon, peut donc diagnostiquer une telle maladie qui provoque tous ces symptômes. Par esprit d'abduction, on ne parvient pas à une conclusion finale, mais à l'hypothèse la plus vraisemblable qui mènera à une batterie de tests pour le confirmer. Et si ça se trouve, à la fin des tests, on va trouver que c'est une autre maladie, mais au moins on a fait euh, les bons examens qui va plus s'orienter sur la maladie la plus probable. Et en médecine, la médecine est quelque chose de très probabiliste. C'est pas quelque chose d'absolu. Voilà, on teste par ce qui est le plus fréquent. Donc c'est une médecine, la médecine est quelque chose de statistique. Donc c'est sûr que une patiente, voilà, enfin une ou un patient qui se présente avec une maladie, par exemple, une femme enceinte vient vers vous, elle est au premier trimestre de sa grossesse, voilà, elle a un peu de saignement, elle a eu des pertes des petits saignements, un peu quelques douleurs annexielles, voilà. La chose la plus fréquente que vous allez penser, c'est un décollement placentaire du premier trimestre, ok? Ou bien une fausse couche, un début de fausse couche. Après, il y a des maladies un peu plus rares, très très rares, qui sont des tumeurs trophoblastiques gestationnelles ou bien des grossesses molaires. Donc ça, c'est voilà. Mais est-ce que vous allez diagnostiquer en disant directement grossesse polaire? Non. Vous allez diagnostiquer les causes les plus probables qui provoquent un saignement chez une femme enceinte du premier trimestre. Donc, c'est-à-dire un petit décollement placentaire enfin voilà. Donc, ça veut dire que votre examen gynécologique va être orienté sur ce qui est le plus fréquent avant de commencer à peaufiner, à rechercher des choses beaucoup plus rares. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas faire n'importe quel examen, vous n'allez pas faire n'importe quelle prise de sang, vous n'allez pas faire jouer au loto pour trouver la bonne maladie en cochant tous les trucs de la prise de sang ou tous les éléments de la prise de sang ou en prescrivant comme ça de manière aléatoire de faire un scanner alors qu'il n'y a pas lieu d'indiquer, parce que c'est une perte d'argent en plus, et en plus de ça, vous faites perdre du temps à la patiente, et si ça se trouve, c'est quelque chose qui est urgent, et le temps d'avoir un rendez-vous chez un scanner, enfin, pour avoir un scanner, pardon, bah, voilà, il y a une balance risque-bénéfice de faire des examens qui peuvent être invasifs pour le patient. Donc, quand on va faire des prescriptions, on va orienter les examens complémentaires qui est adéquat en fonction de la clinique et en fonction des maladies les plus probables, en fonction des symptômes que le patient ou la patiente présente. Ok. Donc ça, c'est le principe de l'abduction et c'est à vous de rechercher en ayant une idée de l'hypothèse de la maladie la plus probable les examens complémentaires qui va permettre de vous donner le diagnostic final. Alors, d'autres exemples de raisonnement par abduction. Mon patron n'a pas l'air de tenir en rigueur mon retard. J'arrive en retard au bureau tous les jours. Je suppose qu'il me blâmera jamais pour mon retard. Donc ça, c'est vraiment purement du raisonnement par abduction. Tous mes collègues sont issus d'une grande école de commerce. Ok, ça vous le savez, c'est quelque chose qui est vrai. J'ai aussi fait une grande école de commerce. Ok. Donc, vous supposez que votre poste nécessite d'avoir fait une école de commerce. Donc ça, c'est un raisonnement par réduction. Ok. La plupart de mes collègues
collaborateurs, pardon, sont pigistes. J'ai également été embauché en tant que pigiste. Je suppose que mon entreprise embauche surtout des pigistes. Donc ça, c'est l'abduction. Bon, pas, mais c'est pas forcément vrai. Si ça se trouve dans l'entreprise, on peut embaucher pardon d'autres personnes. Mon patron a évoqué mon nom pour que j'aille en déplacement professionnel. J'ai vu un billet d'avion à mon nom sur son bureau. Je suppose que je vais sûrement partir en déplacement professionnel. D'accord? Ou si ça se trouve, donc ça, c'est quelque chose qui est hypothétique, d'accord? Mais si ça se trouve, le patron a mis, enfin, il avait acheté euh, des billets d'avion à son nom parce que il voulait peut-être lui offrir des vacances, lui faire un cadeau ou quelque chose du genre. Donc c'est pas forcément qu'il y a un déplacement professionnel. Vous voyez, donc parfois on a des hypothèses, mais ça peut, mais en fait la réalité est tout autre. Ok? Et donc ça c'est le raisonnement par induction.